cette marque d'intérêt me donne l'opportunité d'abord de dire que les questions que je suis venu décliner devant vous s'inscrivaient dans le cadre de la déclaration de politique générale qui est d'abord un énoncé des principes généraux et des axes qui vont être suivis pendant les prochains mois. C'est à dessein que je n'ai pas voulu m'appesantir sur les questions de détail dans mon intervention. Donc je prends bonne note des questions que vous m'avez posées et j'en profite également pour dire tout de suite ce que j'avais déjà indiqué quelque part ce matin. En réalité, le gouvernement a élaboré un plan stratégique Gabon émergent qui est un document détaillé et comme chacun le sait, ma nomination date d'il y a 44-45 jours. En réalité, tous les ministres, y compris les nouveaux venus, mais même les anciens qui ont changé de portefeuille, n'ont pas encore eu le temps de rentrer complètement dans tous ces dossiers. Et nous sommes en train de faire un exercice de mise en cohérence de ce qui est dans le document que nous avons élaboré et avec les annonces et autres promesses qui ont été faites dans le passé. Nous essayons de nous assurer que ce qui figure dans ces documents correspond bien à ce qui a été annoncé. Et à ce sujet, il est évident que la loi de finances qui a été votée n'est pas tout à fait en cohérence avec les éléments du plan stratégique Gabon émergent. Ça veut dire que, de fait, je serai, avec le gouvernement, obligé de revenir vers vous dans les prochaines semaines, une fois que nous nous serons vraiment assurés de la concordance entre les deux ensembles de documents pour demander une loi de finances rectificative et de légères modifications sur certains aspects permettant de prendre en compte les engagements qui ont été pris. Ça, c'est la réponse de façon générale. Je n'ai pas souhaité répondre aux détails à chacune des interventions puisque les uns et les autres sont revenus sur les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes de route, d'eau, électricité, de logement, les agences et la presse. Je voudrais, si vous le permettez bien, je comprends que ces remarques aient été faites puisque vous n'avez pas le texte sous les yeux de ma déclaration. Et lorsque vous l'aurez et qu'il vous sera possible de faire le décompte, vous verrez que le thème éducation, formation est revenu pratiquement à toutes les pages, quand je n'ai pas parlé de renforcement des capacités. Mais le renforcement des capacités, c'est de la formation, c'est de l'éducation. Donc la question de l'éducation et de la formation a occupé une place très importante dans la déclaration que j'ai faite. Encore une fois, lorsque le texte, vous l'aurez sous les yeux, il vous sera possible de voir que pratiquement à toutes les pages, je suis revenu dessus. Ça, c'est un premier point. En second lieu, s'agissant de toutes les dépenses et tous les autres problèmes que nous avons énoncés, j'ai indiqué, et je le regrette, je crois que c'est le président du RPG qui l'a indiqué tout à l'heure, je fais une réponse qui correspond à mon profil de formation, c'est certainement une déformation, mais c'est vrai que je réponds sur la base des considérations économiques. J'ai dit tout à l'heure qu'en toutes circonstances, nous devions agir en bon père de famille. Et la notion d'action en bon père de famille a un sens très précis. Un père de famille s'engage de façon responsable sur ce qu'il a et ce qu'il espère avoir de façon certaine, pas ce qui met en péril sa famille. Il y a beaucoup de souhaits que nous exprimons les uns et les autres. Quand nous marchons dans la rue, nous voyons une belle voiture, on voit une belle maison, on voit une belle chose. Nous en avons envie. Ce n'est pas pour autant que nous achetons tout ce que nous voulons. Parce qu'à un moment donné, nous faisons un arbitrage entre ce que nous avons, les autres engagements que nous avons déjà pris, et ce qui va nous permettre de faire face à la nouvelle dépense qui apparaît. Donc,
quand je parle d'agir en bon père de famille, c'est agir de façon à prendre en compte, bien sûr, les très nombreux problèmes. J'ai retenu l'observation qui m'a été faite par l'honorable Massala, qui a été, je le rappelle, à mes premiers pas dans l'administration, mon patron. Donc, je suis toujours très content de le retrouver et lui suis reconnaissant d'avoir travaillé avec moi. Mais il faut que je le dise, qu'il y a des critères qui permettent de faire une évaluation. Malheureusement, compter le nombre de lits fait partie de ces critères. On ne compte pas le nombre de seringues dans les hôpitaux, mais quand on fait l'évaluation, on dit qu'il y a tant de nombre de lits. Je suis bien d'accord. Mais quand on parle des femmes qui accouchent par terre, mais elles accouchent par terre parce qu'il n'y a pas le nombre de lits. Donc, malheureusement, le nombre de lits est un critère parce qu'on suppose que le lit va avec un certain nombre d'autres éléments qui concourent à cette évaluation. J'ai plaisir à revenir sur ce point parce que vous avez noté que mon discours s'est articulé autour de l'IDH, l'indice de développement humain, parce que le point de départ de mon raisonnement a été d'abord l'être humain, l'humain. Et cet indice, c'est trois choses. Le revenu que l'on a, la santé de la personne et l'éducation. Et ces trois choses marchent ensemble. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de revenu parce qu'on ne travaille pas. Et si on ne travaille pas, c'est difficile de supporter une éducation sérieuse. Bien sûr, on peut s'appuyer sur l'État, mais on a des choses complémentaires qu'on a du mal à assumer. Donc, ces trois éléments font partie d'une synthèse universellement acceptée et reconnue. Et c'est pour ça que je me réfère toujours je me suis référé à ces trois éléments parce qu'ils sont finalement une base relativement objective. Oui, c'est vrai qu'il y a, malheureusement, et parfois à notre honte collective, des endroits où on retrouve des hôpitaux sans seringues, sans le minimum qu'il faut pour faire tourner ces hôpitaux. Mais nous savons aussi, et c'est la représentation nationale qui vote ces budgets, que nous avons dans les budgets 6, 7, 8 milliards de médicaments qui sont payés. Et ça, c'est ce que j'ai appelé dans ma déclaration les défaillances morales. Ça là, ce n'est pas un problème qui est lié à un parti politique, à une tendance, à un groupe. C'est nous tous qui sommes concernés par ce problème, qui faisons que lorsqu'on achète des médicaments, on voit la dépense, le budget paye bien, mais les médicaments n'arrivent pas. Et il suffit de faire cet audit-là, de le regarder de nouveau, et on voit bien que la dépense est faite, les médicaments sont bien convoyés, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, la dépense est faite. Et ces problèmes-là nous concernent tous. Ils font partie des interpellations que j'ai faites tout à l'heure. Ça veut dire que nous pouvons avoir de plus en plus d'argent, mais si nous n'optimisons pas, et je reviens à ma défaillance économique, si on n'optimise pas la façon dont nous utilisons ce que nous avons, eh bien, on dépensera à l'infini sans jamais satisfaire aucune demande. Et optimiser, c'est mettre en place, j'ai pris des raccourcis dans mon raisonnement, c'est mettre en place des structures de contrôle. Et il ne suffit pas de contrôler. J'ai indiqué dans ma déclaration tout à l'heure qu'il faudra, si vous permettez que je relise cela, qu'il faudra que l'on revienne, qu'on cherche à éradiquer ce qui est en train de devenir une pandémie. Parce que si quelques personnes, effectivement, accaparent ou détournent, mais le détournement, il ne commence pas par un milliard. Quelqu'un a dit tout à l'heure, le commencement c'est une unité. Si quelqu'un considère que sur le lieu de travail, une partie de ce qu'on lui remet pour l'usage collectif, il peut se l'approprier au fur et à mesure de proche en proche, d'appropriation en appropriation, on finit par privatiser de facto l'État, mais ce n'est même pas une privatisation, c'est un accaparement de l'État pour soi. Mais c'est bien la question que j'ai posée. Rappelez-vous qu'après avoir parlé de l'IDH, j'ai parlé de l'État et de l'intérêt général.
Donc, j'en appelle à tout le monde et je remercie ceux qui sont revenus sur les questions. Je crois que c'est une responsabilité collective, qu'on ne devrait pas trop se renvoyer à la figure. Toutes les formations politiques, toutes sans exception, dans toutes les formations, on trouvera des gens qui ne sont pas tout à fait corrects. Donc il faudrait plutôt qu'on s'approprie ce principe de dire faisons autrement que ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce que nous le faisons dans notre propre pays. On ne le fait pas à un tiers. On le fait à nous-mêmes. Et à nous-mêmes, j'ai posé la question. Pendant combien de temps pensez-vous que le pays va s'accommoder de ces adjournaments? Je voulais poser la question. J'ai posé des questions de fond. Et je suis venu vous voir dans le cadre d'une déclaration de politique générale pour soulever les questions de fond. Parce que ce sont ces questions qui vont nous aider ensemble, sans se jeter forcément la responsabilité. C'est toi qui as fait, mais c'est toi, c'est pas moi. Non, la question c'est, est-ce que ce que nous faisons là est compatible avec le futur que nous envisageons? Honorable Nanga Moussavou a indiqué tout à l'heure que l'émergence, ce n'est pas un État, c'est quelque chose vers lequel on tend. On tend vers l'émergence. On agit pour atteindre l'émergence. Personne ne peut décréter du jour au lendemain qu'à partir de demain matin, je suis émergent. Ce serait trop facile. Tout le monde commencerait par faire ses plus haut et deviendrait émergent. Mais l'émergence, c'est la démarche que l'on suit qui permet d'atteindre à un horizon donné des éléments constitutifs de l'émergence. Et cela, j'insiste sur le fait que ce n'est pas une question qu'on peut se jeter à la figure. C'est une question à laquelle nous devons répondre collectivement parce que il n'y a pas, quand on sera devenu émergent, quelques-uns qui rouleront sur une route émergente et les autres qui diront, moi j'évite la route là parce qu'elle est émergente. Tous, nous serons sur la même route. Je crois. S'agissant des problèmes de route, j'ai enregistré de nombreuses questions, effectivement, qui ont été posées. Et encore une fois, dans mon exposé de tout à l'heure, j'ai indiqué pour la forme ce qui était connu de façon certaine. Il y a un certain nombre de routes pour lesquelles les travaux sont en cours et qui vont être achevés dans les prochains mois. Mais nous avons, au niveau du ministère de l'Équipement, un certain nombre de travaux qui vont démarrer ou dont les études ne sont pas terminées et qui vont démarrer un peu plus tard. Il aurait été peut-être difficilement compréhensible que je ne dise pas quand même quelque chose un peu sur ces routes, mais ainsi que je vous l'ai indiqué, dans les prochains jours, nous reviendrons au détail sur l'année 2012, sur ce qu'il y a lieu de faire pour ajuster les ressources que nous affectons par rapport aux engagements qui ont été pris, aux promesses qui ont été faites, à ce qui peut être réalisé immédiatement ou à ce qui va prendre encore un peu de temps. J'ai noté la question sur le pont de Kango. Et la question sur le pont de Kango indique que ce pont sera... Les travaux de réparation de ce pont vont impliquer la reconstruction de 3 à 4 piles. Les équipements permettant de faire ces travaux ne sont pas disponibles à l'heure actuelle. Ils sont en cours d'acheminement vers le Gabon et les travaux devraient être achevés à la fin du mois d'août-septembre. Donc, ce sera fait en ce qui concerne la réparation du pont elle-même. Maintenant, est-ce qu'il faut doubler ce pont, faire une deuxième voie sur ce pont? Ça, si je vous disais oui, je ne serais pas sérieux. Parce que ça nécessite naturellement quelques études qu'il faudrait faire et envisager la programmation de ces études et la programmation des travaux correspondants par rapport aux ressources dont nous avons les uns et les autres parlé, que nous avons identifiées. En ce qui concerne les autres problèmes de l'éducation, en ce qui concerne l'audit de la SEG, je rappelle que l'audit de la SEG a été terminé, qu'il a été mis en ligne sur le site du ministère de l'Énergie et que ceux qui souhaitent avoir des informations sur cet audit peuvent le consulter sur le site du ministère de l'Énergie. Donc, je crois qu'il n'est pas tout à fait juste, ou en tout cas tout à fait exact, de dire que cet audit-là n'a pas été mis à disposition.
Le second audit qui porte sur le secteur pétrolier, il était prévu qu'il se termine à fin 2012. Nous ne sommes qu'au mois d'avril de l'année 2012. Donc, laissons cet audit-là aller à son terme. Je sais que l'audit de la fonction publique a été fait dans sa première partie. Je dois reconnaître que je n'ai pas encore vraiment eu le temps de faire le point avec le ministre de la fonction publique sur cet aspect de l'audit. Et dans les prochains jours, je le rencontrerai avec les gens qui ont travaillé sur cet audit. Mais cet audit-là, lui, il est terminé. Et donc, il n'y a pas de problème particulier à ce que non seulement on sorte ces conclusions, mais qu'on en discute le cas échéant, si c'est ça le souhait des uns et des autres. En ce qui concerne la SEG, oui, j'ai noté les questions que vous avez soulevées, mais c'est ce que j'ai dit dans mon propos. J'ai posé le problème clairement en disant, personne n'est satisfait de la prestation, et nous avons le choix entre deux choses. Ou bien, on rediscute le cahier des charges et on continue, on relance un processus de concession, première solution. Deuxième solution, on considère qu'on n'est pas intéressé par ça et on vient à un autre mode de gestion. C'est les deux choix que j'ai évoqués tout à l'heure. Et il ne serait pas logique qu'après avoir soulevé la question, je réponde à ça parce que ce serait une réponse, convenez-en avec moi, un peu légère. C'est une question importante. Donc, le plus important est qu'on soulève clairement le problème et qu'on l'aborde calmement, sans passion. Sans passion, parce qu'il se peut que les solutions ne soient pas aussi évidentes qu'elles le paraissent. Je voudrais dire juste à propos de Mindoubé que le problème de la décharge de Mindoubé est un problème un peu plus large. C'est un peu comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure en ce qui concerne les sites qui ont été identifiés pour les constructions de logements. À Mindoubé, la semaine dernière, on a fait déguerpir les gens. Mais ça faisait combien de temps que ça durait? Qu'une quarantaine de familles étaient installées et personne ne voulait y toucher. Personne. Elles étaient là et on savait que la poubelle avait un problème, mais on ne pouvait plus rien faire. Donc, c'est un problème que nous avons abordé. Nous avons commencé par la première partie. Il se trouve que, effectivement, un site a été identifié pour reconstruire, pour d'abord stocker les déchets et reconstruire sur ce site-là une usine de traitement de ces déchets. Mais, à mon avis, le problème est un peu plus large. Parce que Sauveur a été fait pour satisfaire au problème de Libreville-Angonji. Mais où vont les déchets d'Ovendo? Et où sont les déchets de tout le reste de la périphérie? Ils vont au même endroit. Ça veut dire que la vitesse de saturation de cette décharge est accélérée. Il faut donc qu'on se pose plus clairement le problème. Oui, c'est vrai, peut-être que la solution actuelle n'est pas la bonne. Le plus important est d'attaquer le problème. Et nous avons commencé, nous avons déjà eu plusieurs séances de travail sur ce problème particulier. Je crois que nous allons accélérer la résolution de ce problème dans les prochains jours. Il reste la question des transports. Je pense qu'en ce qui concerne les transports, le dossier, j'ai reçu le conseil d'un député qui est intervenu avant moi tout à l'heure en disant qu'il fallait peut-être pas trop parler. Je vais donc suivre ce conseil. Le dossier, en ce qui concerne les transports, est à l'étude et je préférerais intervenir sur ce point lorsque la solution aura été définitivement arrêtée. Mais le dossier est à l'étude. Pour ce qui est de l'éducation, je reviens dessus parce que quelqu'un a peut-être pas très bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai posé un principe. J'ai dit qu'il y avait des problèmes à l'éducation et qu'il fallait que l'on améliore le niveau de l'information que nous avons. Et j'ai fait une suggestion, ce n'est qu'une suggestion. J'ai dit peut-être que l'on pourrait envisager de réfléchir à un mode de financement différent en impliquant les gens qui font ces études, c'est-à-dire les étudiants. Et je rappelle que l'année dernière, lorsqu'on a fait le forum sur la jeunesse,
celui qui est intervenu pour la jeunesse a rappelé que les jeunes demandaient à être responsabilisés. C'était une ouverture, un exemple de foi dans lequel je proposais d'ouvrir la réflexion. Mais ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Et en tout état de cause, une loi d'orientation a été promulguée récemment et elle contient un certain nombre d'éléments de réponse sur cet aspect tout à fait particulier. Je crois que pour les autres questions, l'agriculture, j'ai un peu de gêne à répondre sur l'agriculture, ayant été précédemment le ministre de l'Agriculture. Oui, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé en apparence. Mais je regrette, si vous regardez le corps réglementaire de l'agriculture, en 2012, il y a eu au minimum 15 décrets et arrêtés qui ont été pris dans le domaine de l'agriculture. Et notamment les décrets d'application des lois 22-2008, 23-2008 et donc qui portent sur le code agricole, etc. Donc ces décrets ont été pris sur le seul mois de décembre 2011. Je pense qu'on a fait passer 9 décrets. C'est à cette occasion qu'on a créé un certain nombre d'entités visant à modifier le statut du SIAM pour en faire à la fois un office de recherche, quelque chose qui puisse mieux participer à ça. C'est à cette occasion qu'on a proposé la mise en place d'un office national des laboratoires agricoles, parce que pour l'instant, ce que nous mangeons n'est analysé nulle part, etc. etc. Donc, je suggère peut-être que l'honorable n'a pas eu le temps de prendre connaissance de ces décrets, mais je peux vous assurer que l'essentiel des décrets d'application du secteur agricole, concernant les lois 22 et 23-2008, l'essentiel a été pris en 2011. Quant à la production, vous m'avez fait remarquer tout à l'heure qu'on avait un déficit de production qu'on importait pour 200 milliards de produits alimentaires. Oui, mais l'alimentation, c'est un peu le problème de l'éducation dont on parlait tout à l'heure. En toute chose, il y a un commencement. Le b.a.-ba de l'agriculture et celui de l'élevage, c'est la production de certains types de denrées. Par exemple, la production de maïs. Oui, le maïs. Parce que c'est le maïs qui permet de produire des aliments permettant de nourrir les animaux. Si vous n'avez pas de maïs, les pays qui sont les grands producteurs en viande, les grands éleveurs, sont des pays qui ont une bonne, soit des grandes plaines, soit une bonne production en maïs ou en riz, mais surtout en maïs, parce que le maïs est l'aliment de base. Donc, les fermes qui ont été décidées par le gouvernement et qui sont en cours de montage, je ne dis pas elles vont venir, elles sont en cours de montage. Ces fermes-là vont être normalement en mesure de commencer à recevoir les premiers plants à la fin de l'année en cours, en moyenne. Et quand elles seront arrivées à la fin de l'année en cours à produire, à recevoir les premiers plants, théoriquement, elles devraient commencer à produire dès le premier trimestre 2013. Je ne parle pas de ce qui va, peut-être éventuellement, je parle de fermes qui sont en train d'être installées parce que nous avons fait, le Trésor a fait les premiers paiements et que nous avons requis pour cette opération un opérateur israélien qui est sur le terrain, qui a fait le tour déjà de beaucoup de provinces. On avait eu un premier choix sur 5 provinces. On a fait une provision qui a été votée au budget ici, complémentaire sur l'année 2012, qui permet donc maintenant de couvrir les 9 provinces, d'avoir pour chacune des provinces une ferme de base. Ensuite, on verra ce que ces fermes-là vont faire. Mais normalement, sauf incident de dernière minute, normalement, ces fermes vont devoir produire en priorité des légumes, mais en complément, probablement un peu d'élevage et certainement du maïs pour pouvoir préparer la provence, parce que tous les éleveurs, j'ai été un petit éleveur, mais tous les éleveurs savent que la nourriture pour alimenter le bétail coûte excessivement cher et souvent n'est pas de très bonne qualité. Donc, il faut bien qu'on règle le problème en produisant ici notre propre maïs et en faisant ici la préparation de cette provence qui fait que même si vous voulez élever des poules, si vous voulez élever des canards, si vous voulez faire de la pisciculture, vous avez besoin
d'aliments de bétail. Et tant que vous n'avez pas ces aliments, vous les importez et vous n'êtes pas compétitif. Voilà la raison pour laquelle nous avons annoncé tout à l'heure qu'on devrait arriver à une production de l'ordre de 700 tonnes. Peut-être ce ne sera pas 700, peut-être serons-nous à 500. Mais quelqu'un a dit, gouverner c'est choisir. Il faut bien prendre la décision de choisir et de dire que voilà ce que je vais faire. Au moins je prends le risque de dire ça. Après vous me jugerez si j'ai atteint cet objectif, si je ne l'ai pas atteint, et nous saurons pourquoi on ne l'a pas réellement atteint. Je pense que en disant cela, j'ai répondu à la quasi-totalité des questions que vous m'avez soulevées, sauf celle sur la presse. J'ai parlé de la presse indirectement en parlant des aspects de Internet, électronique, etc. parce que je pense que c'est la tendance la plus orientée de la presse, mais je n'ai pas parlé des problèmes de liberté et absence de liberté de la presse. Et je suis pas loin de rejoindre le point de vue qui a été développé tout à l'heure, de la responsabilité. Parce que, bien évidemment, c'est toujours très facile de dire tout et n'importe quoi sur tout le monde. Mais malheureusement, voyez-vous, aux États-Unis, les gens ont de la fortune. Ils ont des moyens. Si on les poursuit, ils sont solvables. Mais ici, les gens que vous allez poursuivre, ils ne sont peut-être pas solvables. Donc, à quoi allez-vous les condamner? À rien. Donc, voilà le dernier point. Je n'ai pas non plus parlé de la pauvreté. Parce que la lutte contre la pauvreté est une conséquence de quelque chose. On ne peut lutter contre la pauvreté qu'en augmentant la richesse qu'on a et en la répartissant différemment, c'est sûr. Donc la première chose sur laquelle il faut porter son attention, c'est l'accroissement de la production. C'est pour ça que dans mon propos, au début de mon intervention, j'ai insisté sur la nécessité de travailler, travailler et travailler. Parce que c'est le travail qui est la source de la richesse et pas le reste. Mais j'insiste aussi sur le fait que nous avons une déviance dans notre pays. Travailler, oui, mais richesse ne signifie pas forcément vol. Il faut qu'on se réconcilie avec la richesse, qui est la conséquence du travail. On ne peut pas, dans un pays, dire que richesse égale vol. On ne peut pas dire ça. Si on dit ça, ça veut dire qu'il n'y aura plus personne qui va travailler pour accroître quelque chose. Ça veut dire que ceux qui vont épargner vont aller cacher leur épargne. Jamais ne voudront la sortir. Parce qu'ils vont se dire, demain on va m'accuser de vol, donc je ne fais rien. Ce ne sont pas des étrangers qui viendront créer la richesse pour nous, chez nous. C'est nous-mêmes qui allons créer la richesse dans notre pays. Et aussi longtemps que nous serons dans la situation où nous nous trouvons, il ne se passera rien. Vous avez évoqué la question des PME, vous avez raison. Et comme je n'aime pas faire de promesses, vous avez remarqué dans mon discours, je n'ai fait aucune promesse, à part le fait de dire que nous allons réfléchir un peu plus sur tel ou tel aspect, mais des promesses, je ne veux pas en faire, de peur que quelqu'un ne me traite de menteur demain. Mais quand même, nous avons un effort particulier à faire sur les petites et moyennes entreprises. De deux côtés, et du côté des responsables de ces entreprises, et du côté de l'État, des deux côtés, du côté des PME, deux côtés, et du côté des responsables de ces entreprises, et du côté de l'État, des deux côtés, du côté des PME, beaucoup d'entre elles ne sont gabonaises que de noms. Nous utilisons des prête-noms. Des prête-noms. Et quand on est dans les marchés, mais la richesse correspondante ne reste pas ici. Et vous le savez. Donc, il faut qu'on mette un terme à cette pratique des prête-noms. Que les gens qui créent les PME s'occupent de ces PME. Et la richesse va monter. Et de l'autre côté, oui, l'État doit faire un effort
pour donner un peu plus de marché. Ailleurs, on a parlé de préférence nationale. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais encore faut-il que l'effort de production et de qualité soit au rendez-vous. Il ne s'agit pas de dire, bon, comme c'est Gabonais, je vais donner, même si le travail est complètement bâclé. À ce moment-là, on ne progresse pas, on régresse. Donc, nous devons trouver un modus vivendi pour que des deux côtés, un effort soit fait, parce que nous avons besoin de PME. C'est elles qui vont créer vraiment l'emploi. Il faut qu'on trouve dans les financements, dans la façon de leur donner les marchés, mais on ne peut pas non plus donner des marchés et voir, dès que les gens ont des marchés, ils disparaissent ou ils créent des problèmes. On parle d'éléphants blancs. Certains de ces marchés sont un peu la conséquence de cela. Et dans les PME, il y en a qui sont très sérieux, il y en a qui le sont moins. Nous avons là aussi une police intérieure à faire. En tout cas, j'ai voulu répondre un peu globalement aux problèmes que vous avez soulevés, sachant, comme vous l'avez dit, que nous sommes appelés à nous voir même très souvent. Et je crois qu'à ces occasions, nous pourrons rentrer dans le détail spécifique, notamment dans le cadre de la loi de finances rectificative, rentrer dans le détail pour examiner en direct les mesures qui sont prises et les impacts. Vous m'avez demandé de vous dire quel était l'impact de telles choses par rapport à telles choses. Mais l'impact, pour le faire, il faut qu'on regarde le point de départ, on regarde les sommes qui ont été investies, ce qui a été décaissé, ce qui a été fait, pour qu'on puisse dire il y a eu un impact ou pas. À 40 jours, si je vous disais, voici l'impact, je mentirais. Je veux être capable de parler pleinement des choses que j'aurais eu le temps de vérifier. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas me précipiter en vous donnant des chiffres aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je suis resté dans le cadre d'une déclaration générale de politique, qui est un énoncé des principes généraux et non pas un examen détaillé des questions que nous aurons, je le répète, forcément le loisir de reprendre. En tout cas, je vous remercie de toutes ces questions parce qu'elles vont me permettre de, moi aussi, peut-être faire un peu plus attention à certains aspects que vous avez soulevés et qui ne figurent peut-être pas, qui n'ont peut-être pas été bien pris en compte dans les différents ministères qui sont en train de travailler. Et j'espère que lors des prochaines rencontres, il nous sera loisible de regarder ces questions dans le détail. Je vous remercie.